Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir comme dernière conférencière, et non la moindre, Dr. Nicole Archambault. Dr. Archambault est médecin, psychothérapeute et travaille à la clinique de médecine intégrée et de psychologie de Rimouski. Diplômée en médecine familiale en 82, elle a pratiqué en cabinet et en établissement de santé, au CLSC, à l'hôpital et en santé publique, avec un intérêt particulier pour la douleur et pour les problèmes de santé mentale. Depuis 2011, elle anime des programmes de traitement et de réadaptation pour les personnes souffrant de problèmes de santé chronique ou récidivants. Elle privilégie une approche thérapeutique intégrée et globale, tenant compte des aspects tant physiques que psychologiques, spirituels et sociaux de la personne. Elle essaie d'associer les outils de la médecine moderne aux approches complémentaires reconnues avec rigueur et discernement. Sa conférence ce soir s'intitule « Comment approcher et soulager l'anxiété avec cette approche de la médecine intégrative ». Alors, accueillons Dr. Archambault. Alors, bonsoir à tous et toutes. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici ce soir, mais aussi un très grand défi. C'est la première fois, donc, je donne une conférence de ce style avec un auditoire aussi large. On va débuter. Alors, la photo que j'ai mise là, dans le fond, pour moi, ça représente la victoire sur les problèmes d'anxiété plus ou moins sévères qu'on peut vivre dans notre vie. Et puis, j'ai choisi volontairement une montagne pas trop haute, qui ne semble pas trop ardue à monter, parce que, justement, trouver des moyens pour soulager, atténuer l'anxiété, c'est pas nécessairement quelque chose d'éprouvant. Et puis, je vais essayer de vous le démontrer ce soir. Alors, les objectifs, d'abord, très brièvement, je vais vous parler des principes généraux de l'approche en santé intégrative dans le traitement de l'anxiété. Ensuite, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi les différents traitements, options de traitement et de techniques possibles, ici au Québec, bien sûr. Et je vais vous inviter avec moi à faire de brèves expérimentations, en fait, de 2 techniques psychocorporelles. Alors, l'approche intégrative. Pourquoi l'approche intégrative? En fait, parce qu'en soi, à mon avis, cette approche-là, c'est déjà un pas vers la guérison. Alors, quand et le soignant et le malade ou la personne en difficulté prennent, moi j'appelle ça un peu une posture de l'approche intégrative, souvent on va dire de la médecine, ou moi je préfère peut-être de la santé intégrative, on est déjà sur la voie. Alors, cette approche-là prodigue des soins incluant la médecine traditionnelle, la psychologie, puis les thérapies dites complémentaires. Donc, on va toucher à ces 3 aspects-là ce soir dans la présentation. Elle aborde aussi la maladie dans son unicité, prenant en compte toutes les dimensions de la personne. En fait, je dirais que ce qui est important dans cette approche-là aussi, c'est de considérer que la personne est elle-même l'experte de sa santé et donc aussi la personne la plus apte à prendre les bonnes décisions pour sa santé. Et donc, c'est important de toujours avoir ça en considération dans une démarche de soins. Établit aussi un climat de partenariat, de collaboration, de co-création entre le malade et le soignant. Et donc, va vraiment favoriser l'implication active, remettre un petit peu la responsabilité de sa santé à la personne.
Alors, s'appuie sur les données probantes avec discernement. Le mot discernement est vraiment important. Vise le soulagement et le soutien autant que la guérison. Et j'apporterai peut-être une petite nuance sur le mot guérison. En fait, dans cette approche-là, le mot guérison, ça ne signifie pas de viser à tout prix la disparition des symptômes, mais bien plutôt de retrouver son intégrité, son équilibre, puis un état de bien-être. Considère la capacité innée de guérison de chaque personne, et donc les différentes interventions vont favoriser, dans le fond, justement de stimuler ces mécanismes-là présents chez l'être humain. Respecte la vision propre de chaque malade sur sa santé, ainsi que ses valeurs et son rythme. Est imprégné par la compassion. Alors, on entend souvent le terme empathie, mais vraiment, c'est la compassion qui est peut-être cette attitude qui est la plus aidante dans cette relation-là. Favorise les interventions simples et naturelles avant les plus interventionnistes et les plus coûteuses, ça fait du sens. S'inscrit dans un processus ouvert, dynamique et évolutif, donc en considérant qu'on doit s'ajuster, s'adapter continuellement, qu'il n'y a rien de fixé dans le ciment, puis qu'on est prêt à cela. S'oriente vers une approche globale qui tient compte des interactions du patient aussi avec son environnement. Alors, pourquoi favoriser l'approche de la santé intégrative dans le traitement de l'anxiété? En fait, c'est parce que c'est une approche, je pense, qui est gagnante. Et plus particulièrement dans les problèmes de santé qui sont plus complexes, plus chroniques, où il peut y avoir plus d'incapacité, de détresse chez la personne. Donc, c'est une approche qui est favorable, qui va... Alors là, ce n'est pas sur des données probantes que je vous dis ça, mais vraiment sur l'expérience de plusieurs thérapeutes. Donc, en général, c'est une approche qui va donner, en tout cas, qui a plus de chances d'apporter des résultats bénéfiques, plus de compliance aussi au traitement de la part du patient, une plus grande satisfaction du patient et du thérapeute et moins d'épuisement professionnel. On va aller dans le traitement maintenant de l'anxiété. Alors, peut-être la première étape, c'est vraiment de faire un bon bilan, une bonne évaluation, et qu'on soit le thérapeute ou la personne en difficulté, on est concerné de part et d'autre. Alors, c'est quoi les symptômes, l'intensité, le niveau de détresse, de dysfonctionnement, la durée, les causes possibles et les facteurs contributifs, les ressources et la motivation de la personne en difficulté, les croyances, les valeurs, les intérêts, les préférences du patient, puis aussi qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on a déjà essayé et qu'est-ce qui est en cours actuellement. Alors, les différents traitements, alors je les ai mis, c'est vraiment éditorial, là, c'est vraiment plus personnel. J'ai comme séparé dans 4 grandes classes, dont la psychoéducation, la médication, les psychothérapies et les approches de soutien et de gestion du stress. À mon avis, et la psychoéducation et les approches de soutien et de gestion du stress ont leur place pratiquement toujours dans le traitement de l'anxiété, que ce soit pour des troubles plus sévères ou des états anxieux plus modérés. Je pense qu'on devrait toujours s'attarder à ces deux approches. Les psychothérapies et la médication, eh bien, c'est selon un peu justement la problématique et pourront être une ou l'autre
ou les deux, puis je vais vous amener un petit peu ma vision des choses à ce niveau-là. Alors, la psychoéducation, j'ai marqué essentiel pour tous. Alors, quelle que soit la problématique, je pense que c'est la base. Et aussi, c'est quelque chose qui n'est pas fixé dans le temps, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit se faire tout au cours de la démarche thérapeutique de la personne. Et voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est approprié, etc. Et ça vise en fait entre autres, une meilleure compréhension de la problématique et ça facilite l'adhésion au traitement. Et surtout, beaucoup, ça permet de démystifier, de dédramatiser, de déculpabiliser, puis d'une certaine façon de normaliser. Et les différents éléments, donc, de la psychoéducation, je vous les ai mis en différentes couleurs. Donc, on a parlé tantôt des causes, facteurs prédisposants et contributifs. Alors, bien sûr, ça va nous aider à comment je pourrais dire, à identifier des choses et ça va nous permettre de savoir un petit peu comment diriger nos soins. La physiologie des symptômes et le lien corps-esprit. Alors, on sait qu'en fait, dans la définition de l'anxiété, il y a énormément de symptômes physiques. Et ces symptômes physiques-là, bien sûr, sont reliés à nos pensées, à nos émotions. Mais les gens ne sont pas toujours conscients de ça. Et d'amener cette compréhension-là, bien, c'est très utile. De pouvoir aussi travailler sur les habitudes de vie qui peuvent accentuer les symptômes anxieux. Aussi, peut-être que la personne puisse comprendre quelles sont les conséquences de l'anxiété. Entre autres, une des conséquences les plus fréquentes, c'est l'évitement. Et l'évitement, ça cause beaucoup de problèmes dans la vie quotidienne de la personne. Et donc, c'est quelque chose qu'on va aborder avec la personne. Mécanismes cérébraux et plasticité neurologique. Alors, peut-être il y a 40 ans, on n'aurait pas mis ça dans la psychoéducation, mais de plus en plus d'études sur le fonctionnement du cerveau pour certains types de problématiques de santé psychologique. Et on va le voir un petit peu plus tard. Ça donne très confiance aux gens de comprendre et de connaître ce qui se passe dans le cerveau, puis aussi de savoir que le cerveau a la capacité de se remodeler et donc, en se remodelant, bien, peut modifier ses structures neurologiques et ultimement le type de pensée et d'émotion qu'on va favoriser. Les habitudes de vie, alors, ce n'est pas exhaustif ce que j'ai inscrit là, mais c'est quelque chose vraiment à considérer et à vérifier et sur lesquels intervenir pour justement équilibrer, amener une meilleure hygiène de vie. C'est la base, mais souvent, chez beaucoup de gens, ça peut faire une énorme différence et parfois même, ça peut être suffisant, quelques petits changements à ce niveau-là, et on peut vraiment alléger beaucoup les symptômes anxieux. Causes et facteurs contributifs. Alors, ils sont multiples. Là encore, on pourrait rajouter etc. Bien sûr, la génétique, des traumatismes, des stresseurs. Alors, on sait quand même que si quelqu'un a énormément de stresseurs en même temps, les risques de développer un trouble anxieux ou des états anxieux augmentent. Le tempérament, il y a des gens qui naissent avec un tempérament anxieux, donc ces gens-là sont plus fragiles, plus vulnérables. La personnalité aussi, alors, entre autres, les gens qui ont des exigences élevées, faible estime de soi, sont plus à risque de développer de l'anxiété. Et
s'il y a une maladie associée, physique ou mentale, bien, c'est important de le savoir parce que l'intervention va peut-être être un petit peu plus complexe. Et bien sûr que les gens qui souffrent de douleurs chroniques, c'est presque malheureusement quelque chose qui est présent, l'anxiété à divers degrés. Alors, comme je vous l'avais annoncé sur le dépliant, on va en profiter pour expérimenter ensemble 2 petites pratiques très courtes, inquiétez-vous pas, maximum 5 minutes. Alors, je vais guider une petite méditation de pleine conscience. Je vais donc vous inviter à déposer vos choses, peut-être fermer votre cahier s'il est ouvert. Et à vous installer confortablement sur votre fauteuil, le corps bien aligné, les bras et les jambes décroisés. Relâchez les épaules. Et on va commencer juste par une respiration lente et profonde. Et à l'expiration, on va faire peut-être 3 fois, chacun à son rythme. On va tenter de relâcher les tensions physiques et peut-être les soucis. Et on va poursuivre. Alors là, vous pouvez garder bien sûr les yeux ouverts ou fermés, ce qui est plus facilitant pour vous. On va poursuivre en portant notre attention plus spécifiquement sur la sensation physique de la respiration. Alors, peut-être identifier une zone de votre corps, peut-être la poitrine, les narines ou le ventre, où vous sentez bien votre respiration, où vous vous sentez confortable, à l'aise. Et on va simplement rester en contact avec le ressenti physique du mouvement de la respiration. Telle qu'elle est. Sans chercher à la changer. Conscient de l'inspiration, conscient de l'expiration. Complètement connecté, relié à la respiration. Alors, vous allez probablement remarquer que l'attention va dévier spontanément par moment. Elle va être appelée ailleurs, soit par des sons ou des sensations dans le corps, ou par des pensées. Alors, on peut même se féliciter lorsqu'on réalise cela et reconnaître où on est allé et gentiment ramener l'attention à la respiration, à chaque fois que ça arrive.
la respiration, elle est toujours au moment présent. À chaque fois qu'on s'ancre dans la sensation physique de la respiration, on revient automatiquement au moment présent. Alors, on peut revenir ensemble, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Peut-être remarquer s'il y a eu des changements après cette petite pratique dans votre façon d'être là, d'être présent. La médication. Alors, il y a 2 grandes classes de médicaments qui peuvent être utiles dans le traitement de l'anxiété. La famille des benzodiazépines, qu'on appelle plus familièrement les anxiolytiques ou les tranquillisants. Dans l'ancien temps, on appelait ça comme ça. Alors, toute la famille de Ativan, Lectopan, Rivotril, Xanax et bien d'autres. Alors, ces médicaments-là ont un effet rapide. Dès la première prise, après quelques minutes, c'est efficace. Et ce qu'on recommande, c'est une utilisation sur une courte période, tout au plus quelques semaines, ou de façon occasionnelle à la plus faible dose efficace. Alors, les indications, j'en ai mis quelques-unes, par exemple. Donc, c'est plus pour des phénomènes plus aigus, plus sévères, donc au moment d'une crise de panique ou d'une période d'anxiété aiguë et intense. Bien sûr, comme la plupart des médicaments, il y a des risques et des effets secondaires. Donc, je vous ai mis les plus fréquents. En fait, troubles de mémoire et de l'attention. On n'est pas toujours conscient de ça. Parfois, il y a des gens qui viennent nous voir parce que, justement, ils ont des problèmes de mémoire. Et en questionnant, on se rend compte que, bon, il y a cette médication. Et parfois, juste en cessant cette médication-là, on peut avoir un impact important. Je vais aussi mettre l'accent sur dépendance physique et psychologique. Vous êtes sûrement au courant de cela. Et de savoir surtout que ça survient très rapidement. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut que ça fasse des mois qu'on prenne cette médication-là. Ça survient après quelques semaines. Et qui dit dépendance physique, dit aussi sevrage, donc possibilité de sevrage si un arrêt trop rapide. C'est pour cette raison-là qu'on recommande une prise intermittente plutôt que quotidienne. Et bien sûr, les personnes âgées sont vraiment plus fragiles aux effets secondaires. Et les personnes, bien sûr, qui ont déjà un profil d'addiction. On va poursuivre avec une autre grande famille qui peut être très utile dans le traitement de l'anxiété, les antidépresseurs. Alors, je vais vous parler des plus courants. Bien sûr, là encore, il y a toujours des médicaments un petit peu plus rares qu'on va utiliser occasionnellement pour des cas bien particuliers, mais ceux qui sont fréquents, ce sont les ISRS et les ISRN. Je vous ai mis quelques noms. Là, il y a une petite erreur, j'ai interverti le nom commercial pour Zoloft et le nom scientifique. Alors, ces médicaments-là, en fait, c'est pas instantané. Il faut le prendre pendant quelques semaines avant de pouvoir noter un effet significatif. Par contre, dans les troubles anxieux, c'est un petit peu plus rapide habituellement que pour le traitement de la dépression. Et bien sûr, ça demande donc une prise régulière, quotidienne. On ne peut pas dire « Ah, aujourd'hui, je le prends, demain, je ne le prendrai pas ». C'est vraiment, ça nécessite une prise constante. Alors, je vous ai marqué dans quelle problématique anxieuse c'est le plus efficace, ce qu'on parle des troubles et des états anxieux spécifiques. Donc, le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, le trouble obsessif-compulsif, entre autres.
c'est pas vraiment recommandé pour les phobies simples, par exemple la peur du sang, la peur de l'avion, etc. Rarement nécessaire dans les troubles d'adaptation. En fait, les troubles d'adaptation, c'est relié au stress. Et donc, il y a des troubles d'adaptation où, en fait, la manifestation principale est l'anxiété. Et les résultats sont modestes aussi dans les états de stress post-traumatique. Idéalement, si on peut, utiliser avec d'autres modalités thérapeutiques, par exemple la psychothérapie, les thérapies de soutien, sur la plus courte période possible à la plus faible dose efficace. Et idéalement, favoriser d'autres approches pour les troubles moins sévères. Les risques et les effets secondaires. Alors, j'ai mis les principaux. Possiblement que vous en reconnaissez quelques-uns. Donc, nausées, montée de la tension artérielle, sédation ou l'inverse, activation, agitation, modification du poids par la modification de l'appétit. Alors, dans un sens ou dans l'autre, mais plus souvent dans le sens de prise de poids, baisse de la libido et dysfonction sexuelle, très, très, très courant, et perturbation aussi du sommeil. Attention aux interactions avec médicaments et aliments, particulièrement le jus de pamplemousse ou le pamplemousse. Il n'y a pas d'évidence d'accoutumance comme pour les anxiolytiques. Par contre, depuis 15-20 ans, on est conscient qu'il y a ce qu'on appelle un syndrome de discontinuation à l'arrêt ou à la réduction de l'antidépresseur, ou alors quand on essaie de remplacer un antidépresseur par un autre, et donc on en diminue un pour amener l'autre. Et c'est très, très fréquent, comme vous pouvez voir. Et ça survient rapidement. Il y a même des gens qui nous disent qu'ils sautent une dose et ils s'en rendent compte. Et les symptômes sont très, très, très variés dans plusieurs sphères généraux, sensoriels, cognitifs, affectifs, incluant une recrudescence de l'anxiété très fréquemment. Et parfois, ça peut être assez sévère. Malheureusement, c'est pas bref. Très souvent, ça va durer plusieurs semaines, voire des mois. De mon expérience, c'est sûr que plus ça fait longtemps qu'on prend la médication, plus c'est marqué. Mais là, peut-être que je me trompe en vous disant ça parce que c'est vraiment pas basé, c'est plus sur mon expérience personnelle. Symptômes caractéristiques, en fait, cette fois, c'est des symptômes un peu bizarres. Par exemple, comme une impression d'éclair dans la tête, qu'on appelle en anglais les brain zaps, ou alors des impressions de détonation, comme s'il y avait un coup de feu à l'intérieur de la tête aussi. Puis un très fréquent, ce sont les étourdissements. Alors, c'est important de planifier une réduction progressive lorsqu'on veut cesser la médication sur plusieurs mois. Et parfois, peut-être, si on a des alternatives, peut-être pour éviter ça, on peut peut-être choisir d'autres approches thérapeutiques. La phytothérapie, alors brièvement, il n'y a pas beaucoup d'études. Je vous ai nommé les principaux pour lesquels il semble y avoir un certain effet sur l'anxiété. Lavande, valériane, fleur de passion, camomille. Peut-être celle qui semble la plus intéressante, c'est la rhodiole ou rhodiola, qui en fait est une plante qui a un impact sur la gestion du stress, sur la physiologie du stress, la réaction du stress dans notre corps. Et donc, qui aussi peut aider au niveau de l'anxiété. Là encore, il faut être, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas d'effet secondaire et il faut être prudent au niveau des interactions aliments ou avec d'autres médicaments. Et on va aborder maintenant le grand champ des psychothérapies. Alors, c'est vraiment pas exhaustif. Il y en a une panoplie de psychothérapies.
Alors, il y a les psychothérapies plus individuelles, les psychothérapies plus de groupe. J'ai été classée en 3 cases. C'est tout à fait, en tout cas, la dernière classe haute, très, très, très vaste, là. Donc, à votre gauche, vous avez ce qu'on appelle les thérapies de la reconsolidation de la mémoire. Et je vais essayer, j'espère que le temps va le permettre, d'aborder un petit peu ces thérapies-là, qui sont vraiment beaucoup plus efficaces, en fait, et tournées vers le traitement du stress post-traumatique. Les thérapies TCC, c'est pour thérapie cognitivo-comportementale. Alors, il y a eu la première vague, la deuxième et la troisième. Donc, je vais vous parler de la deuxième et de la troisième vague. Et il y a toutes les autres psychothérapies, donc les grandes psychothérapies humanistes, existentielles, psychodynamiques, thérapie de résolution de problèmes. Alors, à l'intérieur de ces psychothérapies-là, il y a une foule d'autres thérapies plus spécifiques. L'hypnose, donc, peut être très intéressante dans le traitement de l'anxiété, et la programmation neurolinguistique, la psychothérapie corporelle intégrée, et puis, etc., etc. Alors, les autres approches en soutien. Alors, comme je vous mentionnais au début, il y a la psychoéducation, puis les approches de soutien. Et je vous disais que, à mon avis, ça devrait toujours être présent. Et dans les approches de soutien, je les ai classées en 4 groupes. Les approches psychocorporelles, alors, donc, toutes les techniques respiratoires. Madame Côté, la semaine dernière, vous a parlé de la cohérence cardiaque, entre autres, donc qui est une technique respiratoire qui peut vraiment aider à soulager l'anxiété. Donc, le tai chi, le qigong, la relaxation musculaire, le yoga, l'activité physique. Alors, on va peut-être, si on a le temps, aborder brièvement quelques-unes d'entre elles. Ensuite, il y a les médecines complémentaires qui, elles aussi, peuvent avoir un impact chez les personnes souffrant d'anxiété. J'ai mis peut-être les 2 plus courants, peut-être les 2 plus connus, a priori, là, par rapport au traitement de l'anxiété. Et ceux qui peut-être sont ici, qui pratiquent d'autres approches, ça ne veut pas dire que votre approche n'a pas son utilité, mais il fallait que je me concentre un petit peu. Donc, massothérapie, acupuncture. Et un tas d'autres techniques ou autres, prières, méditation, autocompassion, imagerie, musicothérapie, psychologie positive, zoothérapie, art-thérapie, contact avec la nature. Alors, je vais, si j'ai le temps, aborder avec vous peut-être 1 ou 2 approches à l'intérieur de cette petite liste. Ah, j'allais oublier, je m'excuse, je vais reculer. Les groupes de soutien ou d'autogestion. Là aussi, Mme Côté a abordé avec vous toute la question de l'autogestion, en nous parlant, entre autres, de l'approche de l'autodéveloppement et aussi du programme Revivre, le programme de groupe qui est offert au CLSC ici à Rimouski. Et les groupes de soutien, alors c'est plus les groupes de parole, les groupes de support qu'on appelle, donc qui ont bien sûr aussi leur place. Alors, on va aborder les thérapies cognitivo-comportementales. Alors, ces thérapies, en fait, qu'elles soient de 2e ou de 3e vague, elles visent à mieux comprendre la nature de l'anxiété. Qu'est-ce que c'est exactement l'anxiété? Faire des choix indépendamment de l'anxiété. Donc, ne pas refermer notre vie autour de l'anxiété. Comment on fait ça? Permettre de reconnaître les liens entre sensations corporelles, pensées, émotions et comportements. Augmenter la tolérance à l'anxiété et changer la relation aux symptômes. Alors, c'est très ancien en fait.
Ça date de 60 ans, la TCC de deuxième vague. C'est très connu, ça a été très étudié, c'est très utilisé. Ça a été mis sur pied par M. Ellis et M. Beck. Et eux, ils disaient un comportement, une peur, une obsession ou une incapacité sont dus au conditionnement et aux cognitions erronées que le patient a de lui et du monde. Et donc, ils ont bâti une thérapie pour pouvoir agir sur ces conditionnements et ces cognitions erronées. Et dans le fond, il y a 4 grands modes, si vous voulez, de démarche dans cette thérapie-là. La psychoéducation, on en a parlé un peu tantôt. L'exposition progressive, plus particulièrement dans les états traumatiques. La restructuration cognitive et les techniques de relaxation. Et en fait, ça a été beaucoup étudié et c'est vraiment un traitement efficace pour pratiquement tous les troubles anxieux. Alors, je vais passer un petit peu cette diapositive. Et l'autre, je vous laisse regarder ça chez vous à tête reposée, si ça vous intéresse. Alors, cette diapositive-là, c'est vraiment un petit exercice qu'on fait faire aux gens, justement pour prendre conscience de leurs erreurs cognitives. La TCC de troisième vague. Alors ça date peut-être, en fait, des 40 dernières années, peut-être plus depuis les années 90. Ça s'est beaucoup développé donc dans la dernière décennie. Alors, il y en a plusieurs, je ne les ai pas toutes nommées. Je vous ai nommé celles que je connais le plus, puis celles peut-être qui sont le plus utilisées. Donc, la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est une thérapie surtout en individuel. Le MBSR, qui est le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, un programme que j'offre à la clinique depuis 2011. C'est un programme en groupe de 8 semaines. Le MBCT, qui est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, qui est aussi en groupe sur 8 semaines. Alors, il y a quand même eu des études aussi sur ces approches qui montrent quand même une efficacité réelle pour l'anxiété, qui est souvent comparable à la TCC de deuxième vague, mais il faut comprendre que les troubles anxieux spécifiques, par exemple comme le TAG, le trouble panique, l'agoraphobie, le TOC, ça n'a pas nécessairement été étudié au niveau de l'efficacité, mais plus de l'anxiété en général. Alors, c'est les grands pôles, en fait, de la TCC de troisième vague. Qu'est-ce que c'est la TCC de troisième vague? Bien, ça vise la distanciation face aux pensées. Donc, pas modifier les pensées, un petit peu comme dans la TCC de deuxième vague, mais plus se distancier des pensées. Ça favorise aussi de développer l'acceptation, la compassion envers soi-même, d'être, de retrouver ou de définir nos propres valeurs et de s'engager dans l'action en fonction de ces valeurs-là importantes pour nous dans la vie. Alors, vous avez un petit tableau ici pour différencier la deuxième et la troisième vague. D'abord, juste vous dire qu'elles ne sont pas en compétition, ces deux vagues-là, et que la troisième n'est pas le rejet de la deuxième. Elles sont complémentaires et très souvent, on les retrouve conjointement. Fait que je ne vais pas m'attarder sur ce petit tableau, mais simplement pour que vous voyez un petit peu la différence, pour voir si jamais un jour vous souhaitez vous investir dans une ou l'autre, de quoi il s'agit. Donc, on a vu dans la deuxième vague, on va être plus sur le contrôle des émotions versus plus l'acceptation des émotions dans la troisième vague. Dans la deuxième vague, on a vu que l'aspect psychoéducation était très important. L'aspect aussi de bien comprendre la mécanique, finalement, de la problématique
comment nos pensées, nos émotions vont engendrer certains comportements, etc. Donc, c'est beaucoup plus didactique, tandis que dans l'approche de la TCC de troisième vague, c'est vraiment plus expérientiel. Et donc, on va plus modifier le contenu des pensées. On va donc enseigner cela aux patients. Et dans la troisième vague, on va plus pratiquer la distanciation face aux pensées. Un peu comme on a fait tantôt dans notre petite pratique, lorsqu'on s'est rendu compte que notre esprit partait ailleurs, peut-être qui était un petit peu kidnappé par des pensées, et on a vu que finalement, on faisait juste revenir au moment présent. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon chouchou, qui sont les thérapies basées ou les interventions basées sur la pleine conscience. En fait, l'acronyme, c'est l'acronyme du terme anglais qui a été accepté en français. Donc, intervention basée sur la pleine conscience, parce que le M, c'est pour mindfulness. Mindfulness, ça veut dire pleine conscience en anglais. Et je vais aborder celles que je connais le mieux, qui sont le MBSR et le MBCT. Le MBSR, donc, on l'a dit tantôt, c'est le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Il a été fondé par un scientifique il y a 40 ans, associé à la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts. Et c'est basé vraiment sur la méthode de la psychologie bouddhiste, mais bien sûr adapté à notre réalité occidentale, et bien sûr aussi c'est tout à fait laïque. Dans la langue ancienne, pleine conscience, ça signifie vision claire ou vision profonde ou connaissance. Le MBCT, alors lui c'est un petit bébé du MBSR. Il a été fondé plusieurs années plus tard, en 2000, par 3 psychologues, et fortement inspiré, très, très proche, mais avec des particularités. Alors, les caractéristiques de ces programmes, c'est que ce sont des formats de groupe, et l'aspect du groupe est vraiment très important, parce que la co-création, la résonance, le support, ça va vraiment augmenter l'efficacité donc de l'approche. Et en fait, l'intention beaucoup de ces programmes-là aussi, c'est de réaliser en fait, qu'est-ce que c'est que d'être un humain? Et comme la plupart, en fait, les humains, on est assez semblables, à part nos petites différences. Fondamentalement, on est semblables. Et donc, de pouvoir réaliser ça en groupe, c'est très, très porteur. On l'a dit tantôt, donc méthode extrêmement expérientielle. Et donc, les apprentissages ne sont pas... c'est pas direct, mais c'est vraiment implicite. C'est pas explicite. Donc, c'est vraiment chaque personne qui va réaliser auprès d'elle-même, mais aussi en entendant les autres. Ça demande une importante implication active des participants parce que c'est un entraînement. Qui dit entraînement dit répétition, et on demande aux gens de pratiquer 30 à 60 minutes par jour tout au cours du programme. Donc, c'est tout un contrat. Et la grande majorité des gens y arrivent. Si on veut pouvoir avoir des bénéfices et améliorer les symptômes anxieux, il faut vraiment s'engager là-dedans. Qu'est-ce que la pleine conscience? Alors, la définition de Jon Kabat-Zinn, c'est diriger son attention délibérément à l'expérience du moment présent. Et là, j'ajouterais à travers nos 6 sens, le 6e sens étant ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur, donc nos pensées et nos émotions, sans jugement de valeur, et même plus, je dirais, avec bienveillance et sans attente. Alors, c'est voir les choses telles qu'elles sont,
au-delà de nos perceptions et de nos réactions conditionnées. C'est vraiment comme le processus scientifique. Une façon d'être plutôt que d'être dans le faire. Et c'est connaître le monde donc directement, approcher la réalité non conceptuelle. Donc, c'est vraiment pas un processus intellectuel, c'est pas un processus verbal, hein, c'est vraiment comme quand on était tout petit, on essaie de retrouver cette capacité-là, mais tout en ayant un niveau de conscience qui est différent de celui qu'on a quand on est tout petit. Comprendre comment notre esprit génère de l'insatisfaction et de la souffrance. Alors ça se fait spontanément. Et donc, si on réalise qu'est-ce qui génère de la souffrance ou de la détresse, bien, ça nous donne du pouvoir pour pouvoir répondre à ça. Il y a 3 grands types de pratiques. L'attention focalisée, comme on a fait tantôt, en se centrant sur notre respiration. On peut avoir d'autres objets d'attention. L'attention ouverte, alors c'est l'attention ouverte à travers justement les 6 sens. Et une pratique qui n'est pas une pratique de pleine conscience, mais qui est intégrée dans le programme, qui est la pratique de la bienveillance et de la compassion. Alors, il y a des pratiques plus formelles, donc des pratiques immobiles ou en mouvement lent, en silence, donc définies dans le temps. Mais il y a aussi, de façon aussi importante, de pouvoir développer cette capacité de présence attentive, pas uniquement à certains moments de la journée dans un contexte favorable, en s'arrêtant, mais en pouvant le faire dans notre vie de tous les jours. Alors, je vais passer là-dessus parce qu'on a quand même abordé un petit peu ça déjà. Et là aussi, je vais vous laisser lire ça, mais il y a 7 attitudes qui vont se développer spontanément en pratiquant la pleine conscience. Ça, c'est vraiment intéressant. Les effets bénéfiques. Alors, on a vu que dans la pleine conscience, il y a, peut-être que vous l'avez ressenti tantôt, le fait de maintenir une attention soutenue sur un objet, ça va amener la concentration. Et la concentration, que ce soit à travers la méditation ou toute autre approche, ça apporte en général souvent de la détente, du calme et plus de clarté. Puis c'est pour ça que je vous ai mis une petite boule de neige. Souvent, quand on parle de pleine conscience, on va donner un peu cette image de la boule de neige qu'on secoue et tranquillement, le processus de la méditation va faire en sorte que la neige va se déposer. On donne aussi l'image, par exemple, de l'eau qui remplie de boue et finalement le sable qui se dépose tranquillement pour laisser apparaître finalement une eau qui est plus limpide sur le dessus. Alors, il y a l'aspect de la concentration et l'aspect de la conscience. Alors, ce n'est pas uniquement une pratique de concentration comme certains types de méditation, c'est aussi la conscience qui permet de détecter, en fait, à force de voir passer ou se dérouler nos pensées, d'être conscient aussi de nos impulsions, bien, on peut reconnaître peut-être des schémas qui sont peut-être nocifs pour nous. Et quand on reconnaît ça, bien, on a aussi peut-être la possibilité de répondre et de couper le pilote automatique. L'attention intime au corps permet de reconnaître les impacts physiques de l'anxiété et d'intervenir pour les minimiser. L'aptitude à se centrer sur le moment présent, bien, c'est sûr que plus on est dans le moment présent, moins on est perdu dans nos pensées, dans nos ruminations, dans nos inquiétudes qui génèrent, elles, des émotions. Donc, diminue aussi, allège. Et le fait d'être dans le moment présent, on a peut-être plus de chances de reconnaître les moments agréables et de s'en nourrir. Bien sûr, le temps qu'on s'accorde dans ces pratiques-là, bien, ça développe la capacité de ralentir, de se ressourcer, de prendre soin de soi.
Dans ces pratiques, on essaie de garder le contact avec ce qui se passe. Et donc, en gardant le contact avec ce qui se passe, même les choses plus désagréables, d'être intéressé, d'explorer avec curiosité, bien, c'est sûr que ça va permettre de développer une certaine tolérance face justement aux sensations, émotions et pensées inconfortables. Alors, c'est une diapo que j'aime beaucoup, qui avait été faite par Sarah Landry, psychiatre, dans une présentation conjointe. Et j'ai ajouté des petites choses. Et là, il y a une petite animation. Voilà. Alors, on va développer aussi la capacité de marcher en pleine conscience. Quand on parlait de la pratique informelle, d'amener ça dans des activités quotidiennes, manger en pleine conscience. Je vais aller rapidement là-dessus. Mais en fait, toutes les approches de pleine conscience ont été, en fait, la méditation a été beaucoup étudiée sur le plan neurologique. Il y a eu beaucoup d'études d'imagerie cérébrale pour voir c'était quoi l'impact sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau, quelles zones. Et en fait, je résumerai en disant, tantôt on a dit que le cerveau avait une capacité de se remodeler, en disant que oui, effectivement, les études ont démontré que ça va permettre de développer certaines zones du cerveau qui sont responsables de la régulation émotionnelle, de la flexibilité cognitive, de l'attention, de l'empathie et aussi des humeurs ou des affects plus positifs. Alors, c'est une diapo que j'aime beaucoup parce qu'elle parle d'elle-même. Juste pour vous dire qu'on a parlé tantôt du vagabondage de l'esprit. Bien, imaginez-vous qu'on est bâti pour vagabonder. Il y a vraiment un réseau dans le cerveau qui est responsable du vagabondage et qui, dès qu'on n'est pas concentré sur une tâche spécifique, va s'activer et envoyer des pensées à qui mieux mieux. Alors, l'autocompassion, c'est une approche qui est particulièrement utile, quand je parlais des approches de soutien, particulièrement pour les gens qui ressentent beaucoup de honte, de culpabilité, qui sont facilement très autocritiques pour eux-mêmes. Dans chaque petite pastille, on voit en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on développe quand on développe l'autocompassion. Je vous laisse peut-être regarder ça plus en détail. Et je vais vous faire expérimenter un petit 1 minute, 2 minutes d'autocompassion. Alors, sentez-vous très à l'aise si jamais vous êtes gêné ou ça ne vous plaît pas du tout de faire ça, de vous abstenir. Alors là encore, on va juste prendre une bonne respiration pour juste reprendre contact avec soi, se déposer. Et je vais nous inviter à déposer nos 2 mains. Alors, soit une sur l'autre, de la façon qui vous plaît, ou soit sur une partie du corps, ça peut être le front, le cou, la poitrine, le ventre, les cuisses. Donc, peut-être spontanément aller à la zone qui semble la plus propice pour vous. Et juste être en présence attentive du contact, de la sensation physique du contact de vos mains avec la zone, en portant une intention de réconfort. Sentir ce toucher délicat, doux, peut-être un peu de chaleur. Et on peut se dire, par exemple, que je sois bon, bonne avec moi-même. Et on peut simplement maintenant revenir
à la présentation. Alors, vous voyez, c'est très bref. Alors, juste voir quel impact ça peut avoir pour vous, si ça vous tente de repratiquer chez vous à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est? Très, très, très brièvement, l'autocompassion. C'est la présence aimante en lien. C'est la pleine conscience qu'on vit de la détresse, de l'inconfort. Réaliser qu'on n'est pas seul à vivre cette détresse et apporter de la sollicitude, de la gentillesse. Brièvement, je vais vous parler des thérapies de reconsolidation de la mémoire ou neuropsychothérapie. En fait, comme je vous mentionnais, c'est des thérapies en fait, qui sont beaucoup utilisées, particulièrement pour l'état de stress post-traumatique. Il y a ce qu'on appelle la désensibilisation et reprogrammation par les mouvements oculaires. C'est la méthode EDMR. Et vraiment, les études semblent démontrer une efficacité réelle, à peu près similaire avec l'approche de la TCC. Et en fait, c'est simplement que la personne va relater des éléments de son souvenir traumatisant et en même temps, le thérapeute va, soit avec une petite machine avec des petits points qui se promènent, soit avec les doigts, va simplement faire amener les yeux de la personne à voyager d'un côté et de l'autre. Et on pense que c'est un mécanisme qui est similaire aux mouvements oculaires qui se produisent quand on rêve et qui font en sorte que ça fait une activation alternée des deux hémisphères de notre cerveau. Et ça contribuerait finalement à, si vous voulez, couper la connexion entre les ondes du cerveau où le souvenir amène des émotions intenses et difficiles et la partie du cerveau qui engrange, qui met en mémoire le souvenir. Donc, ça permet de déconnecter et finalement, le souvenir traumatisant devient un banal souvenir. La méthode Brunet, c'est une méthode un peu différente, mais qui marche par le même biais. Alors, c'est une méthode qui a été mise au point ici au Québec par le psychologue Alain Brunet. Et c'est une technique très, très efficace, comme vous pouvez voir. Et le mécanisme, en fait, c'est tout simple, c'est qu'on va donner une médication assez banale, qui est très connue, qui sert à plein d'autres choses en médecine, qui est un bêta-bloqueur. La personne va prendre ce médicament-là, elle va écrire lors des séances en détail son souvenir et elle va le relire à haute voix. Et après quelques fois, de façon presque magique, là encore, ça va redevenir un souvenir banal. L'hypnose. Alors, juste que vous sachiez que c'est intéressant, je ne pourrais pas l'aborder en profondeur, mais simplement vous dire que c'est de l'hypnose thérapeutique, donc ce n'est pas de l'hypnose spectacle. Les gens gardent leur libre arbitre, sont conscients. C'est simplement que l'hypnose se fait dans un état de transe légère, c'est-à-dire de relaxation, qui rend la personne beaucoup plus réceptive et disponible au changement et à l'exploration intérieure. Alors, efficacité médicament versus psychothérapie, très brièvement, une commande du gouvernement en 2015 pour voir s'ils allaient permettre en fait de rembourser les traitements de psychothérapie. Alors, ils ont demandé à l'INES d'étudier ça. Et oui, la psychothérapie est aussi efficace que les médicaments dans le traitement des troubles anxieux, particulièrement des troubles anxieux là, plus connus, comme je vous mentionnais, avec un nom particulier, des symptômes spécifiques. Alors, voilà, c'est intéressant. C'est là-dessus qu'ils se sont basés pour arriver à ça. Quelle approche thérapeutique pour quel problème? Alors, je vais terminer là-dessus. En fait, j'ai déjà dit un petit mot. Peut-être favoriser la TCC de deuxième vague pour les cas plus sévères parce qu'elle a vraiment fait ses preuves. On a vu les thérapies plus spécifiques pour l'état de stress post-traumatique.
Et pour tous les autres cas, dans le fond, c'est vraiment au choix de la personne. Toutes les thérapies peuvent être utiles et bénéfiques, et beaucoup de psychothérapeutes vont utiliser plusieurs psychothérapies. Alors, technique de relaxation, pas oublier. Activité physique, là aussi, c'est majeur, c'est prouvé efficace. Et le contact avec la nature, alors vous lirez études vraiment fascinantes sur le risque d'anxiété quand on n'a pas accès à la vitamine G, à la verdure, à la nature. Vitamine G pour green en anglais. Et voilà, je ne sais pas, mais moi, quand je regarde cette photo, il y a tout de suite quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de moi. Alors, imaginez quand on est sur place. Merci de votre attention et que votre vie soit paisible.